Charles V, il est intelligent, c'est un grand roi, mais c'est un roi malade. On dit qu'il est mort d'une maladie de sang, il avait à peine une quarantaine d'années. Et ça va être important parce que lui-même va savoir s'entourer derrière. En 1364, le tout jeune roi de France, Charles V, renoue avec la victoire à la bataille de Cocherel. Son beau-frère et comte d'Évreux, Charles II de Navarre, revendique en effet lui aussi le trône de France par sa mère, fille unique de Louis X, le Hutin. Ce 16 mai 1364, à Cocherel, ce sont près de 5000 hommes qui sont rassemblés côté anglo-navarrais, dont 300 archers et 500 mercenaires, comprenant des Normands, des Gascons, des Anglais. Côté français, Charles V dispose de 3000 hommes, composés de chevaliers bourguignons, de bretons, de picards, de franciliens et de gascons, commandés notamment par un professionnel, Bertrand du Guesclin. Du Guesclin est un personnage important, parce que c'est le bras droit guerrier, c'est le bras armé du roi Charles V. Charles V est un roi malade, faible, il va savoir s'entourer d'un vrai guerrier. Le talent de Charles V va être de s'entourer de génies militaires. Il est présent sur le champ de bataille, mais il tient à peine sur son cheval, lui-même ne participe pas à la bataille. Ça va être le rôle de Du Guesclin. L'homme est réputé rusé. Il ordonne à son armée de faire mine de se retirer en direction de l'Eure. Croyant à une retraite, les Anglais décident de charger et sortent de leur zone de confort. Les archers ne peuvent plus intervenir. Les troupes de Charles V remportent la victoire. Cette victoire inespérée sur le sol normand permet à Charles V de se faire sacrer roi de France le 19 mai 1364. Charles de Navarre s'incline. Du Guesclin va être un personnage tellement important qu'il va être le premier personnage, hormis les moines, civil, non roi de France, à être enterré à Saint-Denis, auprès de Charles V. Excédé par les défaites et les pillages de mercenaires démobilisés lors des trêves, Charles V décide de créer une nouvelle armée de 5000 à 6000 hommes. Permanente, professionnelle, disciplinée, aguerrie, mobile et réactive, elle sera financée par l'impôt. Les combattants sont désormais des volontaires engagés et payés par le roi. Les chevaliers sont moins sollicités. On n'a pas besoin de faire appel à la noblesse pour lever des milices. Elles peuvent être issues de pratiquement toutes les classes sociales. Et puis bien évidemment, ça va coûter beaucoup moins cher. Avant la guerre de 100 ans finalement, quand on a deux armées qui vont s'affronter, les nobles vont plutôt chercher à faire des prisonniers de guerre. Donc on va surtout pas vouloir tuer, on va vouloir capturer les nobles principaux, les faire prisonniers et demander des rançons. Donc finalement, il y a très peu de morts dans les combats jusqu'au XIIIe siècle. Et avec cette levée de milices, il n'y a plus trop de personnes à capturer parce que même si on les capture, il n'y aura personne en face qui va vouloir payer de la rançon pour des miliciens. Ça n'a aucun sens. Les miliciens vont être tués sur le champ de bataille. Et bien évidemment, eux, vu qu'ils vont au combat, ils n'ont pas envie de se faire tuer, donc ils vont se mettre à tuer aussi la chevalerie. On arrive sur des combats de plus en plus barbares, en fait, où voilà, on change complètement de visage de la guerre, en fait. La chevalerie cherche à massacrer l'infanterie et vice-versa. Charles V investit aussi dans la protection des villes et dans l'artillerie. Il renonce aux batailles rangées et préfère se lancer dans une guerre d'escarmouches et de sièges. Il privilégie la tactique de la guerre déserte. Il laisse les chevauchées anglaises piller les campagnes et réfugie la population dans les forteresses. On imagine, pour un siège, une armée qui entoure le château puis qui attend. Ça ne se passe pas comme ça. D'abord parce qu'il n'est pas toujours facile d'entourer le château. Il n'est pas planté en plein milieu de rien du tout, d'une plaine. Puis ensuite parce que les gens ne sont pas statiques à l'intérieur en attendant de crever de faim, évidemment. C'est une vraie guerre, le siège. Il y a des attaques de la part des assiégeants, et il y a des défenses, des sorties, des contre-offensives de la part des assiégés. Il y a des sièges qui durent très peu, et il y a des sièges qui s'éternisent. Les machines de guerre avaient déjà été utilisées, on le sait, à Château-Gaillard du temps de Philippe Auguste. Elles vont être évidemment réutilisées au XIVe, XVe siècle et pendant tous les temps qui vont suivre. Les plus petites de ces machines vont être fabriquées sur place, avec la forêt d'à côté, le bois de la forêt d'à côté. Les plus grosses machines sont complexes,
nécessitent un certain nombre d'ingénieurs pour les manipuler, pour les monter. Elles se promènent en pièces détachées et on les loue. Ces machines-là sont connues pour les premières, depuis le Xe siècle. Elles vont énormément progresser, on va apprendre beaucoup, notamment des croisades. L'élève va dépasser le maître et l'Europe va créer des machines extrêmement performantes qui vont durer du Xe au XVIe siècle quasiment, et donc bien sûr qu'elles vont être utilisées pendant la guerre de 100 ans. La plus ancienne, c'est celle-ci, c'est le beffroi, tour d'attaque, qu'on approche des murailles le plus possible, et comme ça on peut grimper et pénétrer et tout ça. Un petit pont-levis ici, ça permet d'approcher au maximum. C'est un engin qui est extrêmement ancien et qui va perdurer extrêmement longtemps jusqu'à la fin de la guerre de 100 ans. La bricole, c'est cet appareil-là, on commence à avoir un mouvement de balancier. Il y a toujours de la traction humaine, d'où les petites ficelles, mais il y a l'ajout d'un contrepoids et on libère le centre des deux montants de manière à ce qu'on puisse avoir un mouvement de balancier. Gros intérêt parce que ça renforce la machine, elle devient plus puissante, mais aussi parce qu'elle devient plus précise. Au moment où ça tape, où le montant tapait sur la machine précédente, bien évidemment, on avait une perte d'énergie et puis la machine bouge, risque de s'abîmer, donc ça fait une machine qui est quand même plus performante.